Lors de l'inauguration de nos nouveaux bureaux, mon mari a délibérément demandé sa maîtresse en mariage juste sous mes yeux. J'ai immédiatement retiré tous mes actifs, le laissant vivre dans la misère la plus totale avec son amante. Harriet se tenait dans un dressing room de la taille d'une boutique de luxe. Devant elle pendait une chemise en soie italienne immaculée, taillée sur mesure. Elle toucha le tissu. Il était incroyablement doux et frais sous ses doigts. Ce n'était pas n'importe quelle chemise. C'était la chemise que son mari, Victor, porterait aujourd'hui pour l'inauguration de son tout nouveau siège social. Pour Harriet, aujourd'hui était une étape majeure. C'était la preuve ultime que tout leur rêve était enfin devenu réalité. La porte derrière elle s'ouvrit. Victor entra dans la pièce, ne portant qu'une serviette autour de la taille, ses cheveux encore humides de la douche. Il regarda Harriet, puis sourit devant le costume ridiculement cher et la chemise de soie que sa femme avait préparée pour lui. « Tu es vraiment la meilleure, » dit Victor, sa voix empreinte de pure joie. Il s'approcha et enlaça Harriet par derrière. « Tu sais toujours exactement ce que j'aime. » Harriet sourit. C'était si doux d'être ainsi étreinte. « Je veux juste que tu sois absolument parfait aujourd'hui, chérie. C'est ton grand jour. » « C'est notre grand jour, » Harriet dit alors que Victor l'embrassait sur la joue. En entendant le mot « notre », l'esprit d'Harriet s'emballa et la ramena tout droit vers le passé. Elle se souvint de leur début. Leur vie était si complètement différente. Ils n'avaient pas un placard aussi immense. Ils n'avaient qu'une petite commode en bois dans leur minuscule studio de Montmartre. À l'époque, il n'y avait pas de chemise en soie coûteuse. Victor ne possédait que quelques chemises bon marché du prêt-à-porter qu'Harriet devait parfois recoudre elle-même lorsque les boutons tombaient. Chaque soir après le dîner, Victor s'asseyait à leur petite table de cuisine. Il sortait des piles de papier et commençait à présenter ses idées d'entreprise. Ses yeux brûlaient toujours de passion. Il parlait de l'énorme empire technologique et immobilier qu'il voulait construire. Il rêvait de posséder un gratte-ciel imposant à la Défense avec son nom dessus. Harriet écoutait toujours attentivement. Elle venait d'une famille incroyablement riche, de la vieille aristocratie, mais elle avait choisi de vivre une vie simple avec Victor. Elle croyait au talent et à la motivation de son mari. Elle s'était fait la promesse silencieuse de l'aider à réaliser chacun de ses rêves. Cette opportunité arriva finalement lorsque le père d'Harriet décéda. Elle hérita d'une fortune stupéfiante. Elle aurait pu facilement dépenser l'argent pour elle-même, mais elle avait d'autres plans. Elle voulait utiliser ce capital pour financer l'entreprise de Victor. Elle n'avait jamais dit à Victor exactement combien d'argent elle avait hérité. Elle lui avait simplement dit qu'elle avait un petit surplus d'argent de la vente de quelques biens familiaux mineurs. Ce petit surplus d'argent était en fait des millions d'euros. C'était le capital de démarrage pour la première entreprise de Victor. Les fonds furent utilisés pour louer un bureau décent, couvrir les salaires et gérer toutes les autres dépenses opérationnelles. Après cela, Harriet continua d'injecter du capital dans l'entreprise sans que personne d'autre ne le sache. L'entreprise de Victor se développa incroyablement vite. Harriet n'a jamais voulu de titre officiel au conseil d'administration. Elle ne voulait même pas que son nom figure sur les documents de propriété. Pour elle, voir Victor réussir et être heureux était plus que suffisant. Elle aimait être la force secrète derrière l'ascension fulgurante de son mari. « À quoi penses-tu » La voix de Victor sortit Harriet de sa rêverie. « Je pensais juste au jour où nous luttions, » répondit Harriet doucement. Maintenant, tout cela ressemble à un rêve. Victor tint délicatement le visage d'Harriet dans ses mains et la regarda profondément dans les yeux. « Rien de tout cela n'existerait sans toi, Harriet. Tu es la raison de tout cela. Ne l'oublie jamais. » Harriet hocha la tête. Elle croyait ces paroles de tout son cœur. Après que Victor eut fini de s'habiller et eut l'air absolument impeccable, Harriet lui tendit une petite boîte magnifiquement emballée. « Je t'ai fait un cadeau, » dit Harriet. Victor ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait la Rolex Daytona en platine qu'il convoitait depuis des années. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. « Chérie, c'est bien trop cher. »« C'est bon. C'est pour un jour très spécial, » dit Harriet. « Regarde au dos. » Victor retourna la lourde montre. Il y avait une petite gravure personnalisée sur le métal. « Mon partenaire éternel. » Victor resta silencieux un instant, puis serra Harriet incroyablement fort. « Merci, Harriet. Merci d'être ma femme. » Après le petit déjeuner, Victor se rendit tôt au lieu de l'événement,
affirmant qu'il devait superviser les dernières préparations. Harriet regarda son SUV de luxe s'éloigner, son cœur se sentant si paisible et rempli de joie. Elle avait quelques heures pour se préparer. Elle choisit une robe qui n'était pas trop voyante, une robe de créateur beige sophistiqué qui avait l'air élégante et chic. Elle ne voulait pas éclipser son mari. Ce soir, Victor était la star. Alors qu'elle se coiffait devant le miroir de sa coiffeuse, son téléphone vibra. C'était un message texte d'un numéro inconnu. Par pure curiosité, elle l'ouvrit. C'était une photo, l'image d'une femme d'une beauté époustouflante se faisant coiffer et maquiller dans un salon haut de gamme. La femme portait une robe de soirée rouge sans saisissante. Sous la photo, il y avait une courte légende, la reine est sur le point d'arriver à son château. Harriet fixa le message, complètement désemparée. Qui était cette femme? Qui avait envoyé ça? Elle se dit que ce n'était peut-être qu'un spam étrange ou un mauvais numéro. Elle ne voulait pas trop y penser. Elle refusa de laisser un texte bizarre gâcher sa fantastique humeur, alors elle supprima le message immédiatement. Mais pour une raison quelconque, un sentiment lourd et troublant commença à s'insinuer dans sa poitrine. Une angoisse froide et persistante. La voiture noire transportant Harriet s'arrêta devant un gratte-ciel de verre imposant et magnifique à la Défense. Le hall d'entrée massif du bâtiment avait été transformé en un somptueux espace de gala. Un valet lui ouvrit la porte de la voiture. Au moment où elle sortit, les flashs aveuglants des appareils photo la frappèrent. Des dizaines de reporters et de photographes attendaient à l'entrée, prenant des photos sans arrêt tout en criant leurs félicitations. Harriet leur adressa simplement un sourire poli et marcha sur le tapis rouge. La fête à l'intérieur du grand hall était incroyablement opulente. Les plafonds étaient voûtés et décorés d'énormes lustres en cristal scintillant. L'air sentait les arrangements floraux coûteux et les parfums de créateurs haut de gamme. Un quatuor à cordes jouait de la musique élégante dans un coin. La liste des invités était remplie de l'élite de la ville, de magnats de la technologie, de politiciens et de personnalités mondaines. Tout le monde était habillé de façon impeccable. Harriet prit une profonde inspiration. C'était la fête de rêve de Victor, et maintenant c'était réel. Quelques invités qu'Harriet reconnut vinrent la saluer. « Bonsoir, Madame Victor. L'événement est absolument spectaculaire. » « Félicitations, dit un investisseur. »« Merci beaucoup. »« Profitez bien de la soirée, répondit Harriet avec un sourire chaleureux. Mais Harriet commença à remarquer quelque chose d'étrange. La façon dont les gens la regardaient était différente. Leur sourire semblait tendu et insincère. Même les employés de l'entreprise de Victor qui gérait l'événement avaient l'air visiblement nerveux quand ils la virent. Ils la saluaient respectueusement, mais leurs yeux se détournaient constamment. Harriet ressentit une tension bizarre dans la pièce. Il lui semblait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne parvenait pas à comprendre quoi. Elle balaya la foule immense à la recherche de Victor. Finalement, elle le repéra. Victor se tenait juste au centre de la salle, entouré de certaines des personnes les plus influentes de la ville. Il avait l'air incroyablement confiant et puissant. Harriet ressentit une vague de fierté. Elle ne voulait rien de plus que d'aller se tenir à ses côtés, mais Victor semblait profondément engagé dans une conversation et ne la regarda pas une seule fois. Harriet décida d'attendre. Elle prit un verre de champagne sur un plateau qui passait et se tint près d'un grand pilier de marbre d'où elle avait une vue dégagée sur toute la pièce. Soudain, son attention fut attirée par un groupe de personnes spécifiques. Elles étaient regroupées, riant bruyamment. Au centre du groupe se trouvait une femme qui captait l'attention de tous. Elle portait une robe de soirée rouge sang vif. La couleur criait à l'attention dans une mer de smoking noir et de robes aux teintes discrètes. Son maquillage et sa coiffure étaient impeccablement glamour. Harriet plissa les yeux pour mieux voir son visage, et elle eut le souffle coupé. C'était exactement la même femme que sur la photo qu'elle avait reçue ce matin-là. Son nom était Chloé. Le cœur d'Harriet commença à battre la chamade. Donc, cette femme était bien là. Mais qui était-elle? Pourquoi toutes ces personnes puissantes la traitaient-elles comme une reine? La sensation de peur grandit, devenant étouffante dans la poitrine d'Harriet. Elle regarda Chloé s'approcher nonchalamment de Victor. Avec un geste incroyablement intime, Chloé tendit la main et ajusta la cravate de soie de Victor. Puis, elle se pencha et lui murmura quelque chose directement à l'oreille. Harriet vit Victor lui adresser un sourire. C'était un sourire profondément affectueux, exactement le genre de sourire que Victor réservait habituellement à Harriet.
Ils semblaient si à l'aise ensemble, agissant exactement comme le couple hôte de l'événement. Les jambes d'Harriet se transformèrent en gelée, elle ne pouvait plus bouger un muscle. La coupe de champagne dans sa main commença à trembler violemment. Puis ses yeux se posèrent sur le bijou autour du cou de Chloé. Un collier de diamants vintage. Harriet reconnut ce collier instantanément. Ce n'était pas n'importe quel bijou. C'était le collier de sa défunte mère, un héritage. C'était sa possession la plus précieuse, quelque chose qu'elle gardait enfermé dans le lourd coffre-fort en acier chez elle. Elle se souvenait l'avoir montré à Victor une fois. Comment ce collier pouvait-il reposer sur la clavicule d'une autre femme? En cette fraction de seconde, Harriet comprit tout. Chaque regard étrange, chaque vibration gênante qu'elle avait ressentie toute la nuit prit soudain un sens parfait et terrifiant. La musique classique et les bavardages de la foule s'estompèrent en un bruit blanc. Tout ce qu'elle ressentait était une douleur catastrophique et déchirante dans sa poitrine. Elle regardait son mari, se tenant intimement avec une maîtresse qui portait les diamants de sa mère décédée. Elle réalisa que ce gala somptueux, ce gratte-ciel imposant. Tout avait en effet été préparé pour une reine. Mais elle n'était pas la reine. Un maître de cérémonie monta sur la scène principale à l'avant de la salle. D'une voix forte et énergique, il demanda l'attention de tous. Le quatuor à cordes s'estompa, et les bavardages de la foule d'élite s'éteignirent. Les lustres s'atténuèrent légèrement, laissant un seul projecteur brillant éclairer le centre de la scène. L'ambiance passa d'une fête animée à une présentation formelle. Tous les regards de la pièce se tournèrent vers la scène, attendant le début de l'événement principal. Harriet sentit son cœur battre un peu plus vite, non pas par nervosité, mais par une lueur d'espoir persistante et désespérée. C'était le moment de Victor. Elle se déplaça légèrement pour mieux voir. Elle avait imaginé ce moment précis toute la journée. Victor ferait un discours brillant et à la toute fin, il appellerait le nom d'Harriet. Il remercierait sa femme, la seule personne qui l'avait soutenue quand il n'était personne. Elle imaginait la foule applaudir tandis qu'elle souriait gracieusement. C'était le beau scénario qui se déroulait dans sa tête toute la matinée. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le visionnaire derrière ce magnifique bâtiment, le PDG et fondateur des entreprises Victor, Monsieur Victor Dubois, annonça le maître de cérémonie. Des applaudissements retentissants résonnèrent dans la salle caverneuse. Victor sortit des coulisses avec une démarche forte et confiante. Il portait le costume bleu nuit qu'Harriet avait choisi pour lui. Sous les lumières de la scène, la Rolex en platine à son poignet captait les reflets et scintillait. En voyant cela, une petite fraction de chaleur s'alluma dans la poitrine d'Harriet. Il portait son cadeau. Elle sentit pendant une fraction de seconde qu'elle faisait toujours partie de son succès. Victor atteignit le pupitre. Il adressa un sourire éclatant et salua la foule. Il ressemblait au roi de la défense. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici en cette soirée qui est sans aucun doute la plus historique pour moi-même et cette entreprise, commença Victor. Sa voix résonna profondément et clairement à travers le système audio ultramoderne. Harriet sourit légèrement et frappa doucement des mains avec la foule. Victor commença à parler des origines de l'entreprise. Il raconta les histoires des dures luttes du début. Il expliqua qu'il n'avait rien d'autre qu'une ambition massive et une foi implacable, mais zéro capital. Harriet hocha légèrement la tête. Elle se souvenait de tout cela. Elle se souvenait du jour où elle avait discrètement liquidé certains des biens vintage de sa mère juste pour payer le loyer de leur premier petit espace commercial, disant à Victor que ce n'était que ses économies personnelles. Victor n'a jamais connu l'ampleur réelle de ses sacrifices. Mais je n'étais pas seul, continua Victor. J'ai eu l'incroyable chance de rencontrer des personnes phénoménales qui ont cru en ma vision. Victor commença à énumérer des noms. Je tiens à remercier personnellement Monsieur Clermont, mon tout premier investisseur providentiel. Votre confiance a énormément compté pour moi. Un homme plus âgé au premier rang se leva et s'inclina légèrement sous de polis applaudissements. Harriet applaudit également. Elle savait exactement qui était Monsieur Clermont. C'était elle qui avait usé de son influence en coulisses pour convaincre Monsieur Clermont d'accepter de rencontrer Victor en premier lieu. Je tiens également à remercier mon équipe de direction, mes directeurs et chaque employé des entreprises Victor. Sans votre sang, votre sueur et vos larmes, ce gratte-ciel serait resté une esquisse sur une serviette. D'autres applaudissements retentissants remplirent la pièce. Harriet garda son sourire, bien qu'il commençait à se raidir. Elle attendit.
Elle était absolument certaine que son nom allait venir ensuite. Elle était la pièce la plus importante du puzzle. Elle était son partenaire éternel, comme l'indiquait la montre. Mais Victor continua de parler, énumérant d'autres noms. Il remercia le cabinet d'architectes. Il remercia les grands conglomérats de construction. Il remercia même les banques de la bourse pour leurs lignes de crédit. Même si Harriet savait parfaitement que la grande majorité des fonds de construction provenaient directement de ses comptes personnels offshore, et non des banques. La liste des noms s'allongeait de plus en plus, mais le nom d'Harriet ne sortit jamais de ses lèvres. Le sourire sur le visage d'Harriet se dissipa lentement. La petite étincelle de chaleur dans son cœur se figea. Elle était complètement confuse. Pourquoi ne disait-il pas son nom? Avait-il oublié? Impossible. C'était la plus grande nuit de leur vie. La peur nauséabonde commença à lui ronger l'estomac à nouveau. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Quelques invités près d'elle lui lançaient des regards gênés et mal à l'aise. Ils avaient clairement remarqué le manque de respect flagrant. En tant qu'épouse de l'homme à l'honneur, elle aurait dû être la toute première personne remerciée. Harriet essaya de se calmer. Peut-être qu'il me garde pour le grand final, se murmura-t-elle. Peut-être qu'il veut terminer le discours avec la personne la plus importante. Cette fragile lueur d'espoir lui fit redresser le menton, essayant désespérément de garder son sang-froid. Victor fit une pause, prit une gorgée d'eau dans un verre sur le pupitre et regarda la foule. Ses yeux scannèrent la pièce, cherchant clairement quelqu'un. Pendant une fraction de seconde, ses yeux rencontrèrent ceux d'Harriet. Elle lui offrit un petit sourire plein d'espoir, mais Victor détourna immédiatement le regard, ignorant complètement sa présence. Son regard continua de balayer jusqu'à ce qu'il se fixe sur un endroit précis près de l'avant de la scène. Il regardait la femme en robe rouge. Il regardait Chloé. Victor lui sourit. C'était un sourire profondément personnel, intime. De toutes les personnes brillantes qui m'ont aidé à construire cela, dit Victor, sa voix tombant dans un registre plus doux, beaucoup plus émotionnel. Il y a une personne dont le rôle ne peut absolument être remplacé par personne d'autre. Quelqu'un qui a été ma source ultime de véritable inspiration. Quelqu'un qui est entré dans ma vie quand j'étais sur le point d'abandonner et m'a donné la force de continuer à me battre. Elle est le véritable battement de cœur de tout cet empire. Le cœur d'Harriet battait frénétiquement. C'était ça. Ces mots devaient être pour elle. Toute son anxiété s'évanouit, remplacée par une vague massive de soulagement. Des larmes de fierté commencèrent à monter à ses yeux. Elle se prépara physiquement à s'avancer et à accepter les applaudissements. Victor fit une longue pause dramatique. Il fixa directement Chloé. Son sourire s'élargit. Puis il leva la main et désigna directement la femme en rouge. Pour cette raison, je veux inviter cette personne incroyablement spéciale ici sur scène. Chloé, chérie, voudrais-tu s'il te plaît venir ici? Le monde entier d'Harriet se brisa en 1 million de morceaux juste à ce moment-là. La voix de Victor sonna comme une bombe qui explosait dans sa tête. Les applaudissements polis de la foule sonnèrent comme des rires moqueurs. Les larmes de fierté dans ses yeux devinrent instantanément brûlantes, se transformant en larmes d'humiliation pure et non altérée. Elle regarda Chloé afficher un sourire victorieux, d'une douceur écœurante, et glisser gracieusement vers les escaliers de la scène. La foule s'écarta pour la laisser passer. Quelques personnes applaudirent, probablement les amis de Chloé, mais la grande majorité des invités de la haute société restèrent en un silence stupéfait, fixant le spectacle bizarre avec une confusion totale. Beaucoup d'entre eux tournèrent immédiatement la tête pour regarder Harriet. Ils la fixèrent avec un mélange brutal de pitié extrême et de curiosité morbide. Harriet se sentit entièrement exposée. Elle eut l'impression que chaque personne dans la pièce se moquait silencieusement de sa stupidité. Elle resta figée sur le sol de marbre. Son corps entier se bloqua. Tout ce qu'elle pouvait faire était de fixer la scène d'un air vide pendant qu'une autre femme montait vers son mari pour revendiquer la gloire pour laquelle elle avait enseigné. Chloé monta les escaliers de la scène avec des mouvements élégants exagérés. Chaque pas suintait l'arrogance et le triomphe. La traîne de sa robe rouge coûteuse traînait derrière elle comme une royale, exigeant l'attention de tous. La seconde où elle atteignit le centre de la scène, Victor tendit la main vers elle. Il lui offrit sa main et Chloé la prit avec un sourire coquet et aguicheur. Victor serra sa main fermement, entrelaçant leurs doigts comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Ils se tenaient côte à côte sous les projecteurs, ressemblant exactement à un roi et sa nouvelle reine.
Aucun d'eux n'eut un seul regard vers l'endroit où Harriet se tenait. Harriet se sentit complètement effacée, comme un fantôme planant dans sa propre vie. « Chloé » dit Victor dans le microphone. Sa voix était d'une douceur écœurante lorsqu'il prononça son nom, s'assurant qu'il résonnait dans tout le gratte-ciel. « Tout le monde ici sait que j'ai construit cette entreprise à partir de rien. Mais toi seul sais à quel point ce parcours a été brutal. Toi seul étais à mes côtés quand j'étais épuisé et brisé. Tu as été ma lumière dans les moments les plus sombres. » En entendant cela du sol, Harriet se sentit violemment nauséeuse. Menteur. Tout cela n'était qu'un mensonge massif et dégoûtant. Harriet était celle qui était là quand il était épuisé. Harriet était celle qui lui frottait les épaules à 2 heures du matin. Harriet était celle qui l'encourageait lorsque sa première grande transaction immobilière avait failli faire faillite. Harriet était celle qui restait éveillée à l'attendre à la maison. Et maintenant, toute son histoire de sacrifice était publiquement attribuée à une maîtresse. C'était comme si des mains invisibles arrachaient ses souvenirs les plus chers et les donnaient à une étrangère. Des murmures éclatèrent dans la vaste salle de bal. La foule d'élite était profondément confuse. Qui est cette fille? Pourquoi la loue-t-il? Ce n'est certainement pas sa femme. Harriet pouvait clairement entendre les riches mondaines discuter juste à côté d'elle. Attendez, c'est sa femme? Non, sa femme est juste là. Pourquoi une autre fille est-elle sur scène? Ces murmures lui donnaient l'impression que des aiguilles lui transperçaient les tympans. L'humiliation était suffocante. Elle voulait se retourner et s'enfuir par les portes vitrées, mais ses talons semblaient cimentés au sol. Elle ne pouvait pas courir. Elle était forcée d'endurer l'agonie du théâtre qui se déroulait au-dessus d'elle. Puis Victor fit quelque chose d'encore plus stupéfiant. Il se tourna entièrement vers Chloé, la tenant toujours par la main. « Chloé, j'ai réalisé récemment que tout ce succès massif ne signifie absolument rien si je ne peux pas le partager avec la femme que j'aime vraiment, dit Victor, ses yeux la vénérant pratiquement. J'en ai absolument marre de cacher ce que je ressens. Je veux que le monde entier le sache. » Sans un mot de plus, Victor fit l'impensable. Devant des centaines des personnes les plus puissantes de Paris, devant ses investisseurs, et juste devant les yeux de sa femme légale, Victor se laissa lentement tomber sur un genou. La salle de bal devint silencieuse. On aurait entendu une mouche voler. Personne ne pouvait croire ce dont ils étaient témoins. Harriet sentit son cœur s'arrêter de battre. Cela ne pouvait pas être réel. Ce devait être un horrible cauchemar tordu. Victor sortit de la poche intérieure de sa veste ajustée une petite boîte en velours cramoisi. Il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une bague de fiançailles en diamant si massive qu'elle semblait aveuglante sous les lumières de la scène. « Chloé » souffla Victor dans le micro. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu être la reine de cet empire et être ma seule et unique femme ?» Chloé posa une main sur sa bouche, feignant un choc absolu et versant quelques larmes parfaitement chronométrées. C'était une performance digne d'un Oscar. Juste à ce moment-là, un serveur apparut des coulisses, tenant un bouquet de roses rouges d'une taille obscène et le tendit à Victor. En voyant ces fleurs, la dernière barrière mentale d'Harriet s'effondra complètement. Les roses rouges étaient ses fleurs préférées. Victor le savait. Victor lui achetait des roses rouges pour chaque anniversaire de mariage. Il lui disait que les roses rouges étaient le symbole de leur amour ardent et durable. Et maintenant, ce même symbole était utilisé pour demander en mariage sa maîtresse. La trahison était si méticuleusement calculée, si vicieuse et si délibérément cruelle. Oui, oh mon Dieu, oui, bien sûr que oui. Chloé cria dans le microphone. La foule éclata de nouveau en applaudissements, cette fois beaucoup plus fort, principalement parce que les gens étaient trop choqués pour savoir quoi faire d'autre. Victor prit le diamant massif et le glissa sur l'annulaire de Chloé. Chloé leva la main en l'air, montrant le bijou à la foule. Les paparazzis à l'arrière de la salle devinrent absolument fous. Les flashs des appareils photo éclataient comme des stroboscopes pour immortaliser le moment scandaleux. Harriet fixa le spectacle d'un air vide. Victor se leva, passa ses bras autour de Chloé et l'embrassa passionnément sur scène. Il ressemblait au couple le plus heureux du monde. La douleur physique dans la poitrine d'Harriet atteignit un point critique. Elle ne pouvait plus respirer. La pièce opulente commença à tourner et à se brouiller sur les bords. Mais alors, un changement psychologique massif se produisit. La douleur catastrophique muta. Les larmes qui menaçaient de couler séchèrent instantanément. Le poids suffocant sur sa poitrine disparut,
remplacé par un vide émotionnel absolu et glacial. Sa vision floue redevint d'une clarté cristalline. Elle ne regardait plus le mari qu'elle adorait. Elle regardait un escroc. Elle ne regardait plus une belle femme. Elle regardait un parasite. À travers les débris émotionnels, une seule pensée se cristallisa dans son esprit. Cela se termine ici. Ce soir, elle en avait absolument fini de jouer la victime pathétique et le cœur brisé. La douleur avait incinéré jusqu'à la dernière once de son amour et de sa patience, ne laissant derrière elle rien d'autre que de l'acier froid et durci. La rage lui donna de l'adrénaline. L'humiliation publique lui donna une clarté d'objectif terrifiante. Avec des mouvements lents et terriblement calmes, Harriet tourna le dos à la scène. Son visage était un masque absolu, entièrement dépourvu d'émotion. Elle ouvrit sa pochette de créateur et sortit son téléphone. Ses doigts volèrent sur l'écran. Elle ouvrit sa conversation avec Pauline, sa chef de cabinet farouchement loyale. Elle rédigea un seul message pré-planifié conçu uniquement pour le scénario du pire. Exécute code rouge. Maintenant. Elle appuya sur envoyer, remit le téléphone dans son sac et le referma. Elle prit une longue et profonde inspiration. Le vrai spectacle était sur le point de commencer, et elle était aux commandes. Pendant les applaudissements gênants qui persistaient, tandis que Victor et Chloé étaient encore enlacés, Harriet fit son mouvement. Elle ne sanglota pas, elle ne cria pas, elle marcha simplement. Ses mouvements étaient prédateurs, son pas délibéré et sans hâte. Chaque œil dans la foule qui avait été rivée sur la scène se tourna soudain vers elle. Les mondaines et les dirigeants qui se trouvaient sur son chemin reculèrent instinctivement, s'écartant comme la mer Rouge, lui laissant un large passage comme si un monarque traversait la pièce. La salle de bal, qui avait bourdonné de commérages, redevint silencieuse. Le seul son qui résonnait sous les plafonds voûtés était le claquement rythmique et aigu des talons de créateur d'Harriet sur le sol de marbre poli. Clic, clic, clic. Chaque pas sonnait comme un métronome comptant à rebours jusqu'à la détonation. Elle ne marchait pas vers la scène. Elle marchait directement vers l'énorme buffet de luxe de 15 mètres de long, longeant le mur du fond. Le personnel de la restauration, dans leurs uniformes blancs impeccables, la regardait avec des yeux grands ouverts et terrifiés. Harriet les ignora entièrement. Ses yeux froids scannèrent le festin extravagant. Il y avait des tours de crabe royal d'Alaska, des stations de découpe de côte de bœuf, des tours de délicates pâtisseries françaises et des étalages de fruits exotiques, mais rien de tout cela n'était ce qu'elle voulait. Ses yeux continuèrent de chercher jusqu'à ce qu'elle trouve son arme. Assise à l'extrémité du bar à fruits de mer, juste à côté d'une immense sculpture de glace en forme de homard, se trouvait un énorme et lourd bol en cristal. Il était rempli à ras-bord d'une sauce cocktail gastronomique hyper épicée. C'était un rouge foncé et vénéneux, fortement chargé de raits forts crus et de piments forts importés. On pouvait pratiquement sentir la chaleur cuisante qui s'en dégageait. Sans la moindre hésitation, Harriet saisit le lourd bol en cristal des deux mains. Un chef cuisinier haut de gamme qui se tenait à proximité paniqua. « Madame, avez-vous besoin d'une cuillère pour ?» Le chef ferma la bouche dès qu'Harriet le regarda. Son regard était vide, glacial et totalement psychopathique. Harriet se retourna. Elle traversa la foule, qui s'empressa activement de s'écarter de son chemin. Sa cible était verrouillée, la scène principale. Sur la plateforme, Victor et Chloé réalisèrent enfin que la foule était complètement silencieuse et regardait autre chose. Ils se séparèrent. Ils baissèrent les yeux et virent Harriet marcher vers les escaliers, tenant un énorme bol en cristal. « Harriet, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Victor dans le micro. Sa voix tremblait de confusion. Il pensa sincèrement que sa femme avait fait une crise psychotique. Chloé, se sentant totalement invincible avec la bague à son doigt, afficha un sourire méchant et condescendant. Elle imagina qu'Harriet allait faire une petite crise de colère pathétique. « Oh, ma chérie. Il semble que ta femme veuille offrir ses félicitations, » murmura Chloé dans le microphone d'une voix de bébé écœurante, s'assurant que tout le monde au premier rang l'entende. Harriet ne ralentit pas. Elle monta les escaliers de la scène un par un. Sa posture était impeccable. Lorsqu'elle atteignit le centre de la scène, elle se tint juste devant eux. Elle regarda Chloé de haut en bas, de ses cheveux parfaitement coiffés à sa robe rouge sur mesure, jusqu'au diamant massif à son doigt. Puis Harriet souleva le lourd bol en cristal jusqu'à sa poitrine. Avant que Victor ou Chloé ne puissent même scier, Harriet projeta tout le contenu du bol vers l'avant avec une force brutale. Splat.
L'épaisse sauce cocktail au piment fort s'écrasa directement sur le visage de Chloé. Elle recouvrit son maquillage coûteux, satura ses cheveux, coula le long de son cou et ruina complètement la robe de créateur rouge avec des grumeaux épais, collants et malodorants. L'odeur piquante et douloureuse de réfort et d'huile de piment envahit immédiatement la scène. Pendant une fraction de seconde, Chloé resta là, figée dans un choc pur. Puis les piments forts atteignirent sa peau et s'infiltrèrent dans ses yeux. Chloé poussa un hurlement à glacer le sang. Ce n'était pas un cri mignon et dramatique. C'était le cri rauque et guttural de quelqu'un souffrant d'une douleur horrible. Elle se griffa frénétiquement le visage, étalant la sauce cocktail épicée directement dans ses yeux et ruinant son maquillage, se transformant en un monstre horrible et en pleurs. Ça me brûle les yeux. Oh mon Dieu, ça brûle. Avant que Victor ne puisse même tendre la main pour aider sa maîtresse hurlante, Harriet laissa tomber négligemment le lourd bol en cristal. Il frappa le sol de la scène et se brisa en des dizaines de morceaux déchiquetés. Se déplaçant avec une vitesse terrifiante, Harriet s'avança, enfouit sa main profondément dans les cheveux gorgés de sauce de Chloé et tira vers le bas avec une force incroyable. Chloé, déjà aveuglée et en agonie, fut tirée à genoux, s'écrasant lourdement sur le sol de la scène. « Comment trouves-tu mon accueil chaleureux, petite profiteuse ?» siffla Harriet, sa voix un grognement bas et venimeux. Elle tira encore plus fort sur les cheveux de Chloé, lui faisant basculer la tête en arrière. « Lâche-moi. Ça fait mal. Victor, aide-moi. » Chloé sanglota hystériquement. Elle ne jouait plus la comédie. Elle était réellement terrifiée. Son magnifique visage était un horrible gâchis de sauce cocktail, de mascara noir et de morve. « Harriet, arrête. Es-tu folle ?» hurla Victor, sortant enfin de sa stupeur. Il s'élança pour arracher sa femme à sa maîtresse. Harriet ne lâcha pas les cheveux de Chloé. Elle tourna juste légèrement la tête et croisa le regard de Victor. C'était un regard que Victor n'avait jamais vu en 10 ans qu'il la connaissait. Il était plus froid que le zéro absolu et plus tranchant qu'un scalpel. « Touche-moi, dit Harriet, sa voix calme mais résonnant d'une autorité mortelle. Touche-moi et tu vivras dans la rue dans 5 secondes. » La gravité de la menace, appuyée par ce regard meurtrier, stoppa net Victor. Il se figea. Il regarda la femme qu'il pensait être sa femme douce, obéissante et facilement manipulable, et réalisa qu'elle avait muté en un prédateur alpha. Il comprit soudain que la femme qui tenait sa maîtresse par le cuir chevelu n'était plus un paillasson sur lequel il pouvait marcher. L'inauguration de l'entreprise s'était transformée en une arène de gladiateurs silencieuse. Chloé était toujours à genoux, sanglotant et implorant pitié, son cuir chevelu fermement piégé dans la poigne d'Harriet. Victor resta paralysé à quelques pas, son visage passant rapidement du rouge furieux au pâle terrifié. Des centaines d'élites parisiennes se tenaient dans le public, retenant leur souffle. Des dizaines de smartphones étaient déjà levés, enregistrant chaque seconde. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper à la tronçonneuse. De sa main libre, Harriet tendit le bras et prit le microphone sur le pupitre. Les haut-parleurs émirent un sifflement aigu, attirant l'attention du public. Le spectacle était loin d'être terminé. Ce n'était que le prélude. Harriet maintint sa prise brutale sur les cheveux de Chloé, gardant délibérément la maîtresse à genoux à ses pieds comme une démonstration publique de dominance absolue. « Bonsoir à tous, dit Harriet dans le microphone. » Sa voix était calme, monocorde et d'un calme terrifiant. Elle résonna sur les murs, envoyant des frissons dans le dos des dirigeants dans la foule. Je m'excuse pour ce prélude un peu désordonné. Le sarcasme dans sa voix coulait comme de l'acide de batterie. Elle fit une pause, laissant la foule absorber le choc. Beaucoup d'entre vous sont probablement incroyablement confus en ce moment, alors permettez-moi de me présenter correctement. Harriet releva le menton. Mon nom est Harriet Kensington et je suis la seule propriétaire légale de absolument tout ce que vous regardez ce soir. Victor recula physiquement. Harriet, tais-toi. Arrête de dire des folies, cria-t-il, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la pièce. Harriet se tourna lentement vers lui, ses yeux dégoulinant de dégoût. Parasite silencieux, répondit-elle froidement avant de se retourner vers la foule. Cet homme qui crie là-bas, Victor Dubois. Son nom est peut-être inscrit en acier sur le devant de ce bâtiment, mais ce nom ne signifie absolument rien. Car chaque centimètre carré de cette propriété, du marbre sous vos chaussures aux cristaux suspendus au-dessus de vos têtes, a été acheté et payé avec mon argent. Un soupir collectif traversa la foule d'investisseurs et de mondaines.
La voix d'Harriet devint plus forte et plus autoritaire. L'entreprise que nous sommes censés célébrer ce soir, les entreprises Victor, a été fondée avec un capital de démarrage provenant à 100% du patrimoine de mon défunt père. Cet homme, Harriet fit un signe de tête vers Victor, est venu me voir il y a 7 ans avec absolument rien d'autre qu'un plan d'affaires, et moi, comme une idiote absolue, je lui ai tout donné pour construire son rêve. Mon argent, mon temps, ma confiance aveugle. Harriet marqua une nouvelle pause, regardant directement le groupe de journalistes économiques à l'arrière qui tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Alors, si vous, les journalistes, voulez écrire un article en première page demain, assurez-vous d'écrire la vérité. Cet homme n'est pas un génie de la technologie ou un magnate de l'immobilier. C'est une marionnette d'entreprise que j'ai financée. Une sangsue suçant la vie du fonds fiduciaire de sa femme. C'est un mensonge. Elle ment. Tout est un mensonge. Victor cria en panique totale. Son visage était trempé de sueur nerveuse. Il savait que sa réputation était massacrée en direct devant les plus grands acteurs de la bourse. Elle est folle. Harriet laissa échapper un rire sec et glaçant. Tu veux vraiment me traiter de menteuse? Harriet fit un signe de tête sec vers le sol sous la scène. Pauline, sa chef de cabinet d'une efficacité redoutable, se tenait près de la table de mixage. Pauline hocha la tête en retour et appuya sur un bouton de son ordinateur portable. Instantanément, l'énorme écran LED cinématographique derrière la scène, qui affichait le logo des entreprises Victor, scintilla et changea. Des documents d'entreprise haute résolution apparurent sur l'écran géant. Il y avait des virements bancaires montrant des millions d'euros transférés directement des comptes offshore privés d'Harriet vers les entreprises Victor. Il y avait les titres de propriété officiels du gratte-ciel de la Défense, listant explicitement Harriet Kensington comme l'unique propriétaire. Puis vinrent les documents de constitution de la société, prouvant au-delà de tout doute que les entreprises Victor étaient une filiale entièrement détenue par une société holding appelée Harriet Participation, dont Harriet possédait 100%. La salle de bal éclata dans le chaos. Les preuves étaient irréfutables. Chaque mot prononcé par Harriet était un fait vérifiable. Victor fixa l'écran de 15 mètres, la mâchoire décrochée. Tout son corps commença à trembler de manière incontrôlable. Il n'avait aucune idée qu'Harriet était aussi brillante ou aussi impitoyable légalement. Il pensait sincèrement qu'elle était une femme au foyer naïve qui ne savait pas lire un accord d'exploitation de SARL. Il s'était lourdement trompé. Chloé, toujours piégée au sol, leva les yeux vers l'écran à travers ses yeux irrités par la sauce. Elle arrêta de pleurer. Son visage ruiné se transforma en une expression d'horreur pure. Elle venait de se fiancer à un homme qui ne possédait littéralement rien. Un escroc fauché qui n'était qu'un homme de paille pour sa femme milliardaire. Au plus fort du pandémonium, les grandes doubles portes à l'arrière de la salle de bal s'ouvrirent. Une équipe d'environ 10 personnes entra dans la pièce. Tous portaient des costumes foncés impeccables, taillés sur mesure. Ils marchaient en formation serrée et intimidante, menés par un homme âgé aux cheveux argentés portant une mallette en cuir. C'était Henri Lenoir et son équipe d'avocats d'affaires. C'était la force d'intervention juridique la plus redoutée et la plus chère de Paris. Leur entrée dramatique aspira le reste de l'oxygène de la pièce. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils marchèrent directement dans l'allée centrale, fendant la mer de milliardaires, se dirigeant droit vers la scène. Lorsque l'équipe juridique atteignit le devant, Henri Lenoir monta les escaliers. Il s'approcha d'Harriet et lui fit un profond hochement de tête respectueux. « Tout est exécuté parfaitement selon vos instructions, mademoiselle Kensington, dit-il calmement. Harriet ouvrit enfin sa main, relâchant les cheveux de Chloé. Elle poussa la maîtresse en avant, la laissant s'effondrer sur le sol. Harriet tendit le microphone à son avocat principal. Henri Lenoir prit le micro, s'éclaircit la gorge et parla d'une voix forte, sans émotion et incroyablement autoritaire. « Bonsoir. Je suis Henri Lenoir, conseiller juridique principal de mademoiselle Harriet Kensington. Sur la base des registres de propriété d'entreprises incontestables et en exécutant la pleine procuration que nous possédons, nous annonçons officiellement. » Henri Lenoir fit une pause, fixant le visage pâle et paniqué de Victor. Que le contrat, le titre et tous les privilèges exécutifs de Monsieur Victor Dubois en tant que PDG des entreprises Victor sont par la présente résiliés définitivement, avec effet immédiat. La déclaration de l'avocat plana au-dessus de la salle de bal comme une sentence de mort. Le bruit mourut complètement. Personne n'osa respirer. Tout le monde fixait Victor.
L'homme qui avait été le roi du monde 5 minutes auparavant venait d'être exécuté publiquement et réduit à zéro. Le visage de Victor passa du pâle au blanc grisâtre maladif. Une sueur froide coulait sur son front. Il regarda l'avocat, puis se tourna vers Harriet avec des yeux fous et désespérés. « Non, tu ne peux pas me faire ça, » murmura Victor, sa voix se brisant. Il secoua lentement la tête. « C'est mon entreprise. Je l'ai construite. J'ai fait tout le travail. » Harriet le regarda sans aucune pitié. Elle arracha le micro à Henri Lenoir. « Ton travail ne valait absolument rien sans mon capital, Victor. Et la banque est officiellement fermée. » Harriet se tourna légèrement, ses yeux balayant les bords de la pièce. « Sécurité, » appela-t-elle, sa voix pas incroyablement forte, mais résonnant d'un commandement absolu. Instantanément, de l'ombre de la salle de bal, 6 hommes massifs en combinaison tactique noire avec des oreillettes apparurent. Ce n'étaient pas les policiers habituels du bâtiment. C'était une équipe de sécurité privée d'élite qu'Harriet avait engagée exclusivement pour cette nuit. Ils marchèrent à l'unisson vers la scène. Leurs bottes lourdes résonnaient sur le sol et les invités d'élite se précipitèrent pratiquement pour s'écarter de leur chemin. « Harriet, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons en parler en privé. »« S'il te plaît, » supplia Victor, la panique totale s'installant alors que les imposants gardes de sécurité encerclaient la scène. Son ton arrogant avait disparu, remplacé par une supplication pathétique. Harriet ne s'y a même pas. Alors que 2 des gardes massifs montaient sur scène, elle pointa son doigt sur Victor, puis sur Chloé, qui sanglotait toujours sur le plancher. « Jetez ces ordures hors de mon bâtiment, » ordonna Harriet, sa voix glaciale. « Oui, madame, » grogna le chef de la sécurité. Les gardes se mirent en mouvement instantanément. L'un attrapa Victor par le bras. « Ne me touchez pas. Enlevez vos mains de moi. » Victor se débattit, essayant d'arracher son bras, mais le garde était bâti comme un tank. Il bloqua le bras de Victor d'une prise de fer, l'immobilisant complètement. Un autre garde s'approcha de Chloé. « Allons-y, mademoiselle. Vous partez tout de suite, » dit-il fermement. Chloé secoua frénétiquement la tête. Elle rampa sur le sol de la scène, désespérément, tendant les mains vers les chaussures d'Harriet. « Harriet, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'il était fauché. Je suis une victime ici. Il m'a manipulé, » hurla Chloé, pointant un doigt accusateur sur Victor. Harriet la regarda avec un dégoût pur et non filtré. Elle ne dit absolument rien. Voyant le manque total de pitié dans les yeux d'Harriet, Chloé devint molle tandis que le garde la soulevait par le bras. C'est ainsi que commença la marche de la honte la plus humiliante de l'histoire des entreprises parisiennes. Victor et Chloé furent traînés hors de la scène. Ils furent forcés de descendre l'allée centrale, flanqués de centaines d'élites de la ville. Chaque pas semblait une éternité. Il n'y avait plus d'admiration. Il n'y avait que du dégoût, de la pitié et une moquerie vicieuse. Les flashs des smartphones éclairaient l'allée comme une lumière stroboscopique. Tout le monde enregistrait leur chute. Victor garda la tête enfouie dans sa poitrine, trop honteux pour regarder ses anciens amis milliardaires dans les yeux. Chloé sanglota de manière incontrôlable, essayant de cacher son visage horrible, maculé de sauce, avec ses mains. Sa magnifique robe de créateur était ruinée, ressemblant à un chiffon ensanglanté. Ils furent escortés devant les stations de caviar, devant le quatuor à cordes réduit au silence, se dirigeant directement vers les immenses portes tournantes en verre à l'entrée du hall. C'était une marche de 30 mètres seulement, mais pour eux, elle ressemblait à une marche funèbre. Juste au moment où les gardes les poussèrent vers les portes vitrées, la voix d'Harriet retentit une dernière fois dans les haut-parleurs. « Attendez. » Les gardes de sécurité s'arrêtèrent net à la sortie. Victor et Chloé se figèrent également. Une étincelle pathétique et délirante d'espoir clignota dans leur esprit. Peut-être avait-elle changé d'avis. Harriet s'adressa directement au chef de la sécurité qui se tenait près de la scène. « Avant de les jeter dans la rue, assurez-vous qu'ils n'emportent pas un seul article acheté avec mon argent. » Le chef de la sécurité hocha la tête. « Compris, madame. Qu'est-ce qui doit être confisqué ? » « Prenez le portefeuille et le téléphone de ses poches, » ordonna Harriet, désignant Victor. « Prenez le sac à main de créateur d'elle et chaque bijou qu'elle porte, surtout ce collier de diamants. » Harriet fit une pause, un sourire cruel traversant enfin son visage. « Et n'oubliez pas les clés de la Ferrari dans sa poche gauche. »
Le titre de propriété de cette voiture est aussi à mon nom. Cet ordre final fut le coup de grâce. Il anéantit complètement les miettes microscopiques de dignité qu'il restait à Victor et Chloé. Ce n'était pas seulement une expulsion. C'était une exécution financière complète. Les gardes de sécurité se mirent au travail. L'un fouilla agressivement Victor, arrachant son épais portefeuille de marque, son tout nouvel iPhone et ses clés de voiture de son costume. Victor n'essaya même pas de se défendre. Son esprit était brisé. Puis le garde se tourna vers Chloé. Il lui arracha l'onéreuse pochette de créateur des mains. « Excusez-moi, mademoiselle. »« Le collier ?» demanda-t-il. Chloé tremblait violemment tandis que le garde décrochait le collier de diamant vintage de la mère d'Harriet de son cou. Il la força à enlever ses boucles d'oreilles en diamant et ses bracelets aussi. Tout fut remis. « Tout est clair, madame, » appela le chef de la sécurité à Harriet. « Excellent, » répondit sèchement Harriet. « Maintenant, sortez. » Les gardes poussèrent Victor et Chloé violemment à travers les portes vitrées. Les lourdes portes tournèrent et se verrouillèrent derrière eux, les jetant sur le béton gelé et impitoyable du trottoir parisien. Ils n'avaient ni argent, ni téléphone, ni pièces d'identité, ni manteau, ni voiture. Ils n'avaient rien d'autre que les vêtements en lambeaux qu'ils portaient et une humiliation publique qui les entrait jusqu'à leur mort. À l'intérieur, Harriet se tenait droite sur la scène. Elle avait gagné. Une fois que les portes vitrées furent verrouillées et que les deux plus grandes erreurs de sa vie furent hors de vue, Harriet prit une profonde inspiration. La salle de bal était toujours silencieuse. Les invités étaient complètement paralysés, essayant de digérer le massacre absolu auquel ils venaient d'assister. Harriet savait qu'elle devait prendre le contrôle du récit immédiatement. Elle ne pouvait montrer aucune fissure dans son armure. Elle marcha au centre exact de la scène. Elle regarda la mère de milliardaires et de mondaines avec une aura calme et autoritaire. « Mesdames et messieurs, » dit Harriet dans le microphone. Sa voix était totalement différente maintenant. Elle ne ressemblait plus à une épouse bafouée. Elle ressemblait à une PDG alpha. Je m'excuse sincèrement pour cette interruption dramatique. Considérons cela comme une restructuration d'entreprise bien nécessaire. Quelques PDG de la technologie et gestionnaires de fonds spéculatifs ricanèrent nerveusement. La tension glaciale dans la pièce commença enfin à se dissiper. Ce soir n'a évidemment pas eu lieu selon l'itinéraire original, continua Harriet. Mais je veux assurer à chaque investisseur, client et partenaire dans cette salle que cette entreprise est entre des mains bien supérieures à compter de ce soir. Sous ma direction directe, Harriet Participation opéra avec une transparence totale, une innovation agressive et une intégrité inégalée. Nous serons plus rentables que jamais. Je vous en donne ma parole. Après ce bref discours puissant, Harriet fit un signe de tête poli. Merci à tous d'être venus ce soir. La présentation formelle est terminée. Veuillez profiter du bar ouvert et de la restauration pour le reste de la soirée. La foule éclata en applaudissements, mais cette fois-ci c'étaient des applaudissements authentiques et rugissants, nés d'un profond respect. Ils n'applaudissaient plus pour l'ego d'un homme. Ils applaudissaient une femme absolument puissante qui avait été publiquement trahie, seulement pour se ressusciter en 5 minutes et reprendre tout son empire avec une efficacité brutale et élégante. Quelques heures plus tard, le gala s'acheva. La vaste salle de bal était vide et silencieuse. Harriet ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle prit l'ascenseur privé directement jusqu'à la suite exécutive du Penthouse. Le vaste bureau d'angle qui avait été conçu pour Victor. À l'intérieur, l'équipe juridique d'Henri Lenoir et Pauline attendait déjà. Travail incroyable ce soir, Pauline. Exécution impeccable, dit Harriet, prenant place dans l'énorme fauteuil de direction en cuir derrière le bureau en acajou. Le trône lui allait parfaitement. Merci, chef. J'ai déjà sécurisé les images Ultra HD des 5 caméras cachées que nous avons installées dans la salle de bal, dit Pauline, faisant glisser une tablette élégante sur le bureau. La qualité vidéo et audio était cinématographique. Harriet hocha la tête, satisfaite. Le code rouge ne consistait pas seulement à saisir les actifs de l'entreprise. La partie la plus critique de l'opération était de contrôler le récit médiatique. Elle refusa de laisser les tabloïds transformer cela en une histoire de femme triste et abandonnée. Elle voulait que le monde voie sa version exacte de la vérité. Montez les images, ordonna Harriet. Je ne veux pas d'un long documentaire. Coupez une bande-annonce brutale et rapide de 5 minutes. Commencez par sa proposition dégoûtante sur scène.
Coupez-la sur moi, la frappant avec la sauce cocktail et la mettant au sol. Puis coupez directement sur mon discours avec les documents financiers à l'écran. Terminez-la avec la sécurité qui les dépouille de leurs biens et les jette sur le trottoir. N'ajoutez pas de musique ringarde. Gardez l'audio brut. Compris. Quelle légende? Demanda Pauline, tapant sur son ordinateur portable. Harriet réfléchit un instant. Gardez-la clinique et factuelle, d'accord? Gala des entreprises Victor. Faux milliardaire tente de demander en mariage sa maîtresse devant sa femme. L'épouse légale reprend toute son entreprise et les jette à la rue. Pauline sourit. Sauvage. J'ajouterai des hashtags ciblés. 20 minutes plus tard, la vidéo était rendue. Sur ordre d'Harriet, Pauline a diffusé la vidéo simultanément sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, X, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Pendant les 10 premières minutes, rien de fou ne s'est passé. Juste quelques likes des comptes secondaires de Pauline. Mais ensuite, l'algorithme l'a capté. Un énorme influenceur de la culture pop l'a partagé. Puis une page de potin de célébrités l'a repostée sur Instagram. En 1 heure, la vidéo est devenue virale. Des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions de vues. Les hashtags Harriet Reine, Arnaque Victor et Karma Sauce Cocktail ont dominé les premières places des tendances nationales. Les sections de commentaires sur Internet étaient une véritable zone de guerre de soutien à Harriet. C'est une véritable énergie de PDG. Elle a littéralement repris toute sa vie. Elmo, cette sauce cocktail au visage était personnelle, et je suis là pour ça. Imaginez demander en mariage avec l'argent de votre femme et être expulsé en plein discours. Les captures d'écran du visage horrible de Chloé, maculé de sauce et en pleurs, et de l'expression terrifiée de Victor alors qu'il était traîné dehors sont devenus des mèmes internet légendaires instantanés. En quelques heures, Victor et Chloé sont devenus les personnes les plus haïes de France. Pendant ce temps, Harriet fut couronnée icône absolue. Elle devint un symbole culturel de la rage et de l'autonomisation féminine. Le lendemain matin, tous les principaux médias d'information numérique et journaux financiers ont publié l'histoire en première page. Le bain de sang du tapis rouge, comment Harriet Kensington a repris un gratte-ciel. La reine reprend son château. L'histoire était une nouvelle nationale. Harriet était assise dans son nouveau bureau, sirotant un café latte artisanal, regardant le cirque médiatique se dérouler sur l'énorme télévision à écran plat sur son mur. Elle regardait les animateurs d'émissions matinales rediffuser sa vidéo en boucle. Des commentateurs célèbres louaient sa cruauté. Elle avait totalement dominé le récit. Victor et Chloé n'avaient même pas de téléphone ni d'argent pour appeler un cabinet de relations publiques pour se défendre. Ils étaient réduits au silence numérique et financier. Pauline frappa et entra dans le bureau. « Bonjour, chef. »« Bonjour, Pauline. » Les producteurs de la plus grande chaîne d'information matinale viennent d'appeler. Ils veulent une interview exclusive avec vous demain pour leur créneau de grande écoute. Que dois-je leur dire? Harriet fit pivoter son fauteuil en cuir loin des moniteurs de télévision. Elle regarda sa chef de cabinet avec un sourire calme et acéré comme un rasoir. Dites-leur, dit Harriet. Je suis disponible. Lorsque ces lourdes portes vitrées se refermèrent derrière eux, Victor et Chloé furent essentiellement éjectés violemment dans une réalité alternative. À travers l'épaisse vitre, ils pouvaient encore entendre le faible battement du quatuor à cordes et la fête d'élite à laquelle ils appartenaient autrefois. Mais dehors, sur le béton gelé du trottoir parisien, il n'y avait rien d'autre qu'une humiliation assourdissante. Le vent vif de l'automne transperçait le costume de Victor et la robe en lambeaux et trempée de Chloé. Ils restèrent là, sous le choc, pendant plusieurs minutes. Victor leva les yeux vers le gratte-ciel lumineux qui portait autrefois son nom sur l'annuaire du hall. Les lumières du bâtiment semblaient le narguer activement. Chloé fut la première à sortir de sa torpeur. La brûlure persistante des piments forts sur sa peau fut soudainement supplantée par la rage aveuglante d'avoir sa vie entière détruite. Elle se retourna pour faire face à Victor, ses yeux rouges et gonflés remplis de purène. « Tout est de ta faute, cria Chloé, sa voix se brisant. Tu m'as dit que tu étais milliardaire. Tu m'as dit que tu possédais cette tour. Tu es un escroc complet. Tu n'as littéralement rien. » Victor, dont l'ego venait d'être publiquement atomisé, répliqua immédiatement. « Ma faute? Tu penses que c'est ma faute? » rugit-il, les veines éclatantes dans son cou. « Si tu n'étais pas si gourmande,
constamment à me supplier de te montrer en public, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ta faute, toi, la croqueuse de diamants superficiels. Ils commencèrent à se crier dessus, là, sur le trottoir, se montrant du doigt et se lançant des insultes viles. Les Parisiens qui passaient s'arrêtèrent pour observer la scène pathétique. Un homme en smoking coûteux et une femme en robe de gala ruinée et malodorante criant comme des fous au coin de la rue. Chloé n'en pouvait plus. Elle se retourna pour s'éloigner, mais la réalité la frappa comme un train de marchandises. Elle n'avait pas son téléphone. Elle n'avait pas son sac Prada. Elle n'avait pas d'argent liquide, pas de carte de crédit, pas d'application Uber. Je rentre à la maison, sanglota Chloé. À quelle maison? Cracha Victor avec méchanceté. Harriet a payé le loyer de ton Pantouse de Saint-Germain. Tes affaires sont probablement déjà dans une benne à ordures dans une allée. Cette brutale dose de réalité les écrasa tous les deux. Ils étaient véritablement bloqués. Ils essayèrent de héler un taxi jaune, mais lorsque le chauffeur demanda comment ils allaient payer, ils restèrent muets. Le chauffeur de taxi leur rit au nez et s'éloigna. Ils n'eurent d'autre choix que de marcher. Ce fut la marche la plus agonisante de leur vie. Chloé, dans sa robe collante et malodorante et ses talons aiguilles massifs, pouvait à peine marcher quelques pâtés de maison. Victor, gelé dans son costume, marchait comme un zombie. Quelques pâtés de maison plus loin, le talon de la chaussure de créateur de Chloé se brisa dans une grille de métro. Elle s'effondra sur le pavé sale et se mit à pleurer. Furieuse, elle arracha ses chaussures et marcha pieds nus dans la crasse des rues de la ville. Quelques heures plus tard, ils se traînèrent jusqu'à l'immeuble de luxe de Chloé, comme Victor l'avait prédit. Lorsque Chloé tenta de composer son code d'accès à la porte du hall, il clignota en rouge. Désactivé. Le portier de nuit qui les saluait autrefois sortit immédiatement. Désolé, les amis. La direction de l'immeuble a reçu une directive urgente du propriétaire. Vous êtes définitivement interdit d'accès, dit froidement le portier, bloquant l'entrée. Leur dernière lueur d'espoir s'évapora. Ils étaient officiellement sans abri. Épuisés et gelés, ils réussirent à marcher jusqu'à un motel miteux de la banlieue parisienne. Victor dut supplier le réceptionniste louche de les laisser rester, échangeant finalement ses boutons de manchette en platine sur mesure juste pour s'offrir une chambre sale pour une nuit. Le lendemain matin, la véritable ampleur de leur cauchemar s'installa. Quand ils sortirent du motel minable pour essayer de trouver de la nourriture, ils réalisèrent que leur visage était absolument partout. Ils se virent à l'écran de télévision à l'intérieur d'une petite épicerie. Ils virent leur visage placardé en première page des tabloïds empilés sur le trottoir. Les passants regardaient la vidéo virale sur leur téléphone. Les gens commencèrent à les pointer du doigt. Certains chuchotaient, d'autres leur riaient carrément au visage. Ils ne pouvaient pas se cacher. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Victor tenta d'utiliser un téléphone public pour appeler ses amis de fac, ses investisseurs, n'importe qui. Dès qu'ils entendirent sa voix, ils raccrochèrent. Son nom était un déchet toxique. Aucune entreprise en France n'embaucherait jamais un PDG frauduleux dont la chute catastrophique était un mème national. Ses comptes bancaires personnels, qui contenaient autrefois des millions, furent gelés et vidés par l'équipe juridique d'Harriet. Chloé subit exactement le même sort. Ses amis influenceurs d'élite bloquèrent son numéro. Son compte Instagram, qui comptait autrefois des millions d'abonnés, fut bombardé de centaines de milliers de commentaires haineux la traitant de briseuse de foyer et de parasite. Elle tenta d'aller dans un prêteur sur gage pour vendre l'énorme bague de fiançailles en diamant que Victor lui avait donné. Mais lorsque le bijoutier vérifia le numéro de série, la police fut appelée. Victor avait acheté la bague avec une énorme ligne de crédit qui était maintenant en défaut de paiement. La bague fut confisquée par la banque sur le champ, et Chloé faillit être arrêtée pour recel de biens volés. Prisonniers d'une pauvreté abjecte, ils passèrent d'un motel infesté de rats à un autre. L'argent de la mise en gage des quelques accessoires restants de Victor s'épuisa instantanément. Ils passèrent chaque heure éveillés à se crier dessus. La luxure toxique et glamour qu'ils partageaient autrefois se transforma en pure haine venimeuse. Le point de rupture se produisit environ 2 semaines après le gala. Dans une pièce louée étouffante et moisie à Aubervilliers. Ils touchèrent le fond. Ils n'avaient pas mangé de vrais repas depuis 2 jours. Je ne peux plus vivre comme ça. Chloé hurla, jetant une tasse en plastique contre le mur. Tout ça est de ta faute. Tu as ruiné ma vie. J'ai ruiné ta vie? Victor hurla en retour,
sa voix enrouée. Tu m'as séduit. Tu m'as fait perdre la tête. Si j'étais resté fidèle à Harriet, je serais encore milliardaire en ce moment. En entendant Victor admettre cela, Chloé craqua. Oh, alors maintenant tu le regrettes? Trop tard. Espèce de minable fauché. Ta femme milliardaire ne te cracherait même pas dessus si tu étais en feu. Ce fut le dernier combat. Chloé attrapa ses quelques vêtements bon marché restants et les fourra dans un sac poubelle. Elle en avait fini avec cet échec sans issue. Je pars. Je trouverai comment survivre seul. Je préférerais dormir sur une grille de métro que de passer une seconde de plus avec un minable pathétique comme toi, cracha Chloé. Elle claqua la porte du motel bon marché derrière elle, laissant Victor entièrement seul. Victor n'essaya pas de l'arrêter. Il s'effondra simplement sur le matelas taché. Il était entièrement isolé. Abandonné par la femme qu'il avait construite, abandonné par la maîtresse pour laquelle il avait tout jeté. Il avait perdu sa richesse, sa réputation et son avenir. Il fixa son reflet dans le miroir fissuré de la salle de bain. Tout ce qu'il voyait était un homme brisé et vieillissant qui ne possédait absolument rien. 6 mois plus tard, l'atmosphère à l'intérieur du bureau d'angle au dernier étage de la tour Harriet était intensément occupée, mais parfaitement sereine. Le nom de tour Victor avait été arraché du bâtiment des mois auparavant, remplacé par l'élégant lettrage argenté d'Harriet Participation. Le décor tape à accent grave-l'œil et agressif que Victor avait choisi pour le bureau avait été entièrement vidé. C'était maintenant un chef-d'œuvre de minimalisme moderne, rayonnant d'une puissance silencieuse et mortelle. Des œuvres d'art abstraites tapissaient les murs, et au lieu de roses rouges, de frais lys blancs étaient posés dans un vase en cristal sur le bureau. Derrière l'énorme bureau en acajou se tenait Harriet Kensington, son esthétique avait évolué. Elle avait coupé ses cheveux en un carré net et puissant. Elle avait troqué les robes douces pour un tailleur pantalon bleu marine impeccable de Tom Ford. Elle était à couper le souffle, mais ses yeux contenaient une nouvelle gravité intimidante. Elle était concentrée, affûtée et farouchement confiante. Elle n'était plus seulement une femme. Elle était la PDG incontestée d'Harriet Participation, l'une des femmes d'affaires les plus terrifiantes et efficaces de la bourse. En face d'elle se trouvaient les membres seniors du conseil d'administration. Harriet dirigeait une réunion de stratégie à enjeux élevés concernant une expansion agressive de l'entreprise sur le marché européen de la technologie. Elle parlait de manière impeccable, décomposant des algorithmes de données incroyablement complexes en stratégie digeste. Elle connaissait chaque décimale des états financiers. Les membres du conseil d'administration, principalement d'anciens vétérans de la bourse, l'écoutaient en silence absolu et avec un profond respect. Personne n'osait la remettre en question. En seulement 6 mois, Harriet avait prouvé qu'elle n'était pas seulement une enfant de la fortune. C'était un génie impitoyable de l'entreprise. Sous sa direction directe, les marges bénéficiaires de l'entreprise avaient grimpé en flèche. Après la fin de la réunion et le départ des dirigeants, Harriet se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. Elle était épuisée, mais c'était un épuisement profondément satisfaisant. Elle avait reconstruit son empire à partir des cendres d'une trahison dévastatrice. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait conquis. Son histoire l'avait transformée en une icône nationale, surtout pour les femmes. Quelques semaines après le gala, elle avait accordé cette interview télévisée en prime time. Elle n'avait pas passé une seule seconde à dénigrer Victor. Au lieu de cela, elle avait entièrement axé le récit sur l'indépendance financière des femmes. Elle avait parlé avec éloquence de la nécessité absolue pour les femmes de protéger leurs biens et de garder le contrôle de leur destin. Elle avait expliqué comment la pire trahison de sa vie était devenue le catalyseur qui avait libéré son véritable potentiel. Cette interview a cimenté son héritage. Elle est devenue un symbole pour quiconque refusait d'être une victime. Pauline frappa à la porte vitrée et entra, tenant un iPad. « Chef, votre article dans les Échos vient de paraître en ligne. »« Vous êtes en couverture, » dit Pauline, tendant la tablette à Harriet. Harriet regarda la photo de couverture haute définition d'elle-même, l'air féroce et imperturbable. Le titre massif disait « La reine du retour, comment Harriet Kensington a transformé un scandale viral en un empire technologique d'1 milliard d'euros. » Harriet sourit faiblement. La validation était agréable, mais ce n'était plus ce qui la motivait. Son seul objectif était de cimenter un héritage qui lui appartenait entièrement. Elle n'avait pas pensé à Victor ou Chloé depuis des mois. Ils ressemblaient à des personnages d'un mauvais film qu'elle avait regardé il y a longtemps. Elle était complètement passée à autre chose.
Son bonheur ne dépendait pas d'un homme. Il venait de sa propre compétence implacable. Elle était complètement en paix. Alors qu'Harriet faisait défiler l'article, Pauline s'éclaircit la gorge. « Oh, au fait, chef, une petite alerte bizarre est apparue sur mon fil d'actualité. Je me suis dit que vous voudriez peut-être rire. » Pauline fit glisser l'écran vers un blog de faits divers local de la banlieue parisienne. Le titre disait « L'ex-PDG déchu Victor Dubois et l'ancienne influenceuse Chloé Sinclair arrêtés pour fraude dans un centre commercial de banlieue. » Sous le titre se trouvait une photo de casier judiciaire sombre et déprimante de Victor et Chloé. Ils avaient l'air complètement détruits. Victor avait l'air d'avoir 15 ans de plus, émacié et maladif. Chloé, autrefois un mannequin glamour, avait l'air hagarde avec des cernes sous les yeux, portant un sweat à capuche bon marché et taché. Selon le rapport de police, ils avaient été arrêtés en essayant d'acheter des appareils électroniques avec des cartes de crédit volées à faible limite dans un centre commercial. C'était un petit délit pathétique qui ne faisait que souligner à quel point ils avaient sombré dans la misère. Apparemment, ils s'étaient remis ensemble juste pour commettre de petites escroqueries pour survivre. Harriet regarda la photo du casier judiciaire pendant exactement 3 secondes. Elle ne ressentit absolument aucune joie, aucune haine, aucune pitié, juste une vaste indifférence vide. Ils étaient des étrangers pour elle maintenant. Leur vie pathétique n'était pas son problème. Elle rendit l'iPad à Pauline sans même finir l'article. « Merci pour l'information, Pauline, dit Harriet, sa voix complètement neutre. » Elle se leva, ajusta son blazer et se dirigea vers les fenêtres du sol au plafond donnant sur le panorama de la Défense. De cette hauteur, les taxis jaunes ressemblaient à de minuscules fourmis jaunes. Elle fixa sa ville avec un calme profond. « Veuillez préparer les fiches de conditions pour l'appel d'acquisition allemande à 14 heures, dit Harriet, sans quitter les vitres des yeux. Et commandez-nous le déjeuner de ce restaurant de sushi du Marais. Ce qui vous semble bon. Compris, chef. » Pauline sourit, sortant du bureau. Harriet resta là, contemplant l'immense empire qu'elle contrôlait. Elle avait gagné la guerre. Et sa plus grande victoire n'était pas de détruire les personnes qui l'avaient blessée. Sa plus grande victoire fut le jour où elle se réveilla et réalisa qu'elle ne se souciait vraiment pas de savoir s'il vivait ou mourait. Elle avait trouvé la paix absolue dans son propre pouvoir. Le cirque était terminé et la véritable reine était assise sans être dérangée sur son trône. 3 ans s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout déchiré. Dans le grand salon de l'hôtel Ritz, des centaines d'invités étaient assis en silence poli. La foule n'était pas composée de capital risqueurs agressifs. Cette fois, elle était remplie de défenseurs des droits des femmes, de journalistes, d'étudiants en droit et de décideurs politiques. Sur scène se tenait Harriet Kensington, mais l'ambiance dans la pièce était entièrement différente d'un rachat d'entreprise. Elle ne présentait pas de marge bénéficiaire. Aujourd'hui était le lancement officiel de la fondation Harriet s'élève, une énorme organisation à but non lucratif entièrement financée par la fortune privée d'Harriet. L'Harriet debout au pupitre aujourd'hui avait évolué. Elle portait un tailleur pantalon éblouissant, discret et sur mesure. Elle dégageait une grâce tranquille et une force intérieure inébranlable. Cette fondation est née d'un cauchemar profondément personnel, commença Harriet, sa voix portant une chaleur résonnante à travers la pièce. J'étais autrefois dans une pièce très similaire à celle-ci, regardant toute ma réalité s'effondrer à cause d'une profonde trahison. Mais à ce moment-là, j'avais un privilège extrême. J'avais des ressources financières. J'avais des conseils juridiques d'élite et j'avais le pouvoir de riposter et d'arracher ma vie des mains de la personne qui tentait de la voler. Elle fit une pause, regardant la foule, établissant un contact visuel avec les femmes au premier rang. Mais je suis parfaitement consciente qu'il existe en ce moment des millions de femmes qui n'ont pas ce luxe. Des femmes piégées dans des mariages toxiques et abusifs. Des femmes soumises à des abus financiers, dont les biens sont épuisés et qui sont laissées complètement paralysées parce qu'elles n'ont tout simplement pas le capital pour riposter. La fondation Harriet s'élève a été créée pour elles. Nous fournissons des équipes juridiques pro bono d'élite, des conseils psychologiques et d'énormes subventions commerciales à taux zéro pour les femmes qui ont besoin de s'échapper et de recommencer. Nous allons leur donner les armes exactes dont elles ont besoin pour riposter et gagner, tout comme je l'ai fait. La salle de bal entière éclata en une ovation debout. Les gens applaudissaient avec des larmes aux yeux. Harriet n'était plus seulement perçue comme une titan impitoyable de la bourse. Elle était vénérée comme un ange gardien. Elle avait transformé sa blessure la plus profonde et la plus sanglante en une arme pour sauver des milliers d'autres femmes. Ce fut son chef-d'œuvre ultime.
Après la fin du gala, Harriet s'assit dans un box VIP tranquille du salon de l'hôtel avec Pauline. Pauline n'était plus seulement une assistante. Elle était la directrice des opérations de la fondation et la plus proche confidente d'Harriet. Ce discours était légendaire, chef. Pas un œil sec dans la salle, dit Pauline, levant son verre à martini. Merci, Pauline. Rien de tout cela n'aurait été lancé sans votre travail acharné au cours des 2 dernières années, sourit Harriet, entrechoquant son verre avec celui de Pauline. Leur dynamique était beaucoup plus chaleureuse maintenant, construite sur des années passées à affronter les difficultés ensemble. Au fait, commença Pauline, baissant légèrement la voix. J'ai vu une petite note dans le registre de l'État. Victor a été libéré sur parole de Fleury-Mérogis le mois dernier. Harriet but une lente gorgée de sa boisson. Elle ne s'y a pas. Elle n'était pas choquée. Les peines pour fraude à la carte de crédit étaient notoirement courtes. Vraiment ? Répondit Harriet. Son ton était aussi décontracté que si Pauline avait mentionné la météo. Oui, je pensais juste vous tenir au courant, haussa les épaules Pauline. Harriet posa son verre. Elle regarda Pauline avec un sourire doux et sincère. Pauline, ce nom n'occupe aucune place dans mon cerveau. C'est un fantôme d'une vie passée. Maintenant, parlons de choses qui comptent. Les permis de construire pour les nouveaux refuges communautaires dans le Massif central ont-ils été accordés ? Elles passèrent sans transition à la discussion de l'expansion de la fondation. Le nom de Victor ne fut plus jamais prononcé. À des kilomètres de là, au cœur de la banlieue parisienne, un homme traînait les pieds dans une ruelle étroite et pluvieuse. La bruine glaciale traversait sa chemise en flanelle fine et délavée. C'était Victor. Il était méconnaissable par rapport à l'homme en costume sur mesure d'il y a 3 ans. Sa silhouette était émaciée et fragile. Ses cheveux étaient clairsemés, sales et emmêlés. De profondes cernes noires pendaient sous ses yeux, gravant des années de stress brutal sur son visage. Les 2 années passées dans un pénitencier de l'État de New York l'avaient complètement vidé. C'était une coquille vide. Quand il est sorti de prison, il a trouvé un monde qu'il avait complètement rejeté. Aucun bureau d'entreprise ne le laissait passer le hall. Une recherche rapide sur Google de son nom faisait apparaître des milliers d'articles le qualifiant d'escroc et de parasite. Il a été contraint d'utiliser un pseudonyme juste pour être embauché au noir à faire la plonge dans un restaurant gras ouvert 24h24. C'était un travail éreintant et humiliant pour des clopinettes, à peine suffisant pour payer le loyer d'une chambre sans fenêtre en sous-sol. Alors qu'il rentrait d'une éprouvante journée de 12 heures, ses bottes éclaboussant dans les flaques sales, il s'arrêta à une intersection animée. Au-dessus de la rue, monté sur le côté d'un immeuble en briques, se trouvait un énorme panneau d'affichage numérique lumineux. C'était une publicité pour une campagne de service public. Le panneau affichait une superbe photo haute définition d'une femme souriante avec une chaleur incroyable et une puissance imposante. C'était Harriet. Sous son visage, le slogan « La Fondation Harriet s'élève ». Vous n'êtes jamais impuissante. Battons-nous ensemble. Victor resta figé sous la pluie glaciale, fixant le visage lumineux et géant de la femme avec qui il dormait autrefois. Harriet était à couper le souffle. Elle rayonnait d'un niveau de succès, de paix et de pouvoir intouchable que Victor n'avait jamais fait qu'halluciner. Elle avait pris l'empire qu'il désirait désespérément et l'avait élevé à un niveau qu'il ne pouvait même pas comprendre. Le poids écrasant d'un regret absolu lui serra la poitrine. Il n'avait pas seulement perdu ses faux milliards. Il avait brutalement assassiné l'amour le plus pur et le plus loyal qu'il n'aurait jamais connu dans sa vie pathétique. Tout cela pour une illusion. Il baissa la tête, laissant la pluie glaciale se mêler aux larmes chaudes et amères qui coulaient sur ses joues. Il réalisa à cet instant que c'était sa véritable peine de prison, non pas la cellule, mais de devoir vivre chaque jour dans l'ombre suffocante de la femme divine qu'il avait essayé de briser. Pendant ce temps, tout là-bas à Vitry-sur-Seine, Chloé vivait son propre cauchemar personnalisé. Après sa sortie de prison, elle tenta de se réintégrer dans la scène des influenceurs, mais Internet n'oublie jamais. Son visage était définitivement lié au même du Karma Sauce Cocktail. Aucune marque ne voulait d'elle. Aucun promoteur de club ne la laissait entrer. Elle fut forcée de prendre un poste de nuit au salaire minimum dans un dépanneur station-service ouvert 24h24 et 7h7, choisissant spécifiquement le quart de nuit, espérant que personne ne la reconnaîtrait. Mais ça ne marchait jamais. Elle se tenait derrière le comptoir en plexiglas dans un uniforme en polyester hideux, enregistrant des bières bon marché et des cigarettes. Un groupe d'étudiants bruyants entra.
L'un d'eux la fixa, plissa les yeux, puis attrapa le bras de son ami. Yo, mon pote, pas moyen. C'est la nana qui s'est fait jeter un bol de sauce piquante au visage par cette PDG milliardaire? Le gamin chuchota bruyamment, ricanant. Son ami sortit son téléphone et se mit à l'enregistrer ouvertement par-dessus le comptoir. Oh mon Dieu, cette fille Chloé ou je ne sais quoi. Yo, dit quelque chose à la caméra, briseuse de foyer, Glousseril. Chloé ne dit pas un mot. Elle baissa simplement le bord de sa casquette de baseball bon marché sur ses yeux, fixant le sol en linoléum, avalant le goût acide de l'humiliation pure. Sa punition fut de perdre la seule chose qu'elle valorisait, son statut et sa vanité, et d'être piégée dans une vie de médiocrité misérable sans fin, éternellement moquée par des étrangers.